Et il faut savoir que nous ne sommes pas une grande structure. Ça veut dire une structure comme la mienne qui a payé tant d'argent déjà sur le processus de l'introduction en bourse, on est en train de parler en millions, eh ben, ne s'en sortira pas indemne d'une chose pareille. Ça veut dire qu'on ne rentre pas en bourse, on disparaît quasiment. C'était vraiment très dangereux. La réunion était décidée le samedi matin, dans les bureaux de Yannick Petit, mon conseiller, qui est juste derrière la Durée sur les Champs-Élysées. En fait. Donc moi, je viens à la réunion. Du coup, moi je suis un oriental, hein, donc on a une réunion le samedi, etc. Je me suis dit, les pauvres, ils travaillent le samedi et tout. Donc je passe chez la Durée et je leur achète plein de macarons et je monte. Et c'est quelque chose qui les a impactés en fait, a impacté les banques en fait, parce qu'ils se disent ces types, on le convoque pour une réunion qui va être une réunion où on va discuter les conditions de la bourse, peut-être certainement rabaisser le prix d'entrée, etc. La valorisation, et lui il nous achète des macarons, quoi. Ils étaient vraiment très impressionnés par ça, et moi en fait je l'avais fait sans réfléchir du tout. Simplement réfléchi que ces gens venaient le samedi travailler et qu'il faut que je sois sympa, quoi. Donc on commence la réunion, les banques me disent, Jean, voilà, quand on a fait la valorisation de Memscap, quand on valorise la boîte, on valorise une entreprise avec beaucoup de méthodes. Une des méthodes, c'est la méthode DCF, donc selon le flux de trésorerie généré, mais il y a une autre méthode qui est la méthode des comparables. Ça veut dire on regarde Memscap, elle se compare à quelle société, on regarde cette société, elle fait quel chiffre d'affaires ou quel résultat, quelle est sa valo des sociétés établies sur le marché. On génère le rapport entre leur valo et leur chiffre d'affaires. Supposons c'est 3 fois leur chiffre d'affaires, ou 5 fois leur chiffre d'affaires, ou 10 fois, ou 30 fois leurs résultats, etc. Et ils prennent ces coefficients-là et ils l'appliquent sur mes chiffres et mes résultats. Ça donne la valeur de la boîte. C'est une des méthodes de calcul de la valorisation d'une entreprise. Et ils me disent, tu vois, Jean, pendant ta tournée, ton roadshow pour l'introduction en bourse, donc on avait déjà fait une dizaine de jours ouvrés, et ben les valos comparables ont baissé par 2, 3. Et les boîtes qui étaient valorisées 1 milliard n'étaient plus qu'à 300 millions, 400 millions. Et ça continuait à descendre. Donc, il va falloir qu'on revise le prix. Ils étaient très surpris par ma réaction parce que moi, je suis quelqu'un de très pragmatique en fait. Je ne fais pas de guerre qui perd. Quand je mène une bataille, c'est pour la gagner. Et pour gagner une bataille, si vous devez la mener, vous devez comprendre les choses vraiment et pas trop surestimer vos points forts. Il faut être vraiment très pragmatique sur l'analyse de ce que vous êtes pour mener une bataille et la gagner. Et donc moi, je regarde et tout ce qu'il disait était juste. Je l'ai vu de mes yeux. Nortel, à l'annonce de leur profit warning, la valeur de l'entreprise a été divisée par 2. C'était le plus gros des entreprises dans le domaine. Tout le monde a suivi et ça a continué à descendre jour après jour. Donc vraiment, on était divisé par 3 plutôt que par 2. Donc d'une valo qui était estimée entre 600 millions et on va dire 15% plus et 800 millions, on est maintenant à une valo plutôt en dessous de 500 millions. Et moi, je leur ai dit, OK, quel est le process? Alors là, on me dit, Jean, le process est le suivant. Tu as eu un visa de l'AMF sur lequel tu as fait ton roadshow. Nous sommes samedi, il reste une journée de roadshow, lundi, et ça se ferme lundi soir. Et normalement, on dit on fait la location des titres à quel investisseur, et la boîte cote le lendemain ou le surlendemain. Là, si tu veux rechanger le prix des fourchettes pour que les investisseurs replacent leur ordre, etc., dès que tu dis je veux rechanger les conditions, ça veut dire un nouveau visa de l'AMF. Donc minimum 3 jours de roadshow derrière. Donc nous devons faire une demande de visa pour l'AMF. Suite à ça, nous ouvrons le livre. Le livre s'annule. Tous les ordres qui sont dedans deviennent 0. Et on a 3 jours pour rentrer tous les ordres qui doivent amener en bourse. Je leur ai dit 3 jours. Regardons un peu comment ça s'est comporté le Nasdaq pendant mon roadshow. Et le Nasdaq en moyenne perdait 2% par jour. Je leur ai dit, écoutez, on va faire le calcul, mais on ne va pas repricer une deuxième fois. Donc on va partir sur le principe que le premier jour, on perd 2%, le deuxième jour, on perd 2%, et le troisième jour, on perd 2%. Et on reprice par rapport à cette chose-là. Et c'est pour cela qu'on a ouvert
avec cette revalorisation de l'entreprise. Alors, autant l'AMF, l'autorité des marchés financiers, était très très dure au premier visa, autant dans ces conditions-là, nous avons pu obtenir un visa de l'AMF dimanche. C'est rare, hein? Les visas les dimanches de l'AMF, c'est pour les sociétés publiques. C'est pour France Télécom, ça peut arriver. Mais une société privée comme nous, avoir un visa le dimanche, c'était vraiment rare pour que ce soit bien remarqué et surtout après avoir tant souffert pour avoir le premier visa. Donc l'AMF nous donne le visa dimanche, donc on ouvre le livre lundi, mardi, mercredi. Et moi, dès lundi matin, je pars en réunion one-to-one avec les investisseurs. Je fais 2 réunions le matin et je rentre 2 ordres. Ce qui a donné beaucoup d'enthousiasme pour les banquiers qui commençaient à faire entrer les ordres de partout, ceux que j'avais rencontrés avant. Et bonne chance, puisque le lundi, le Nasdaq se termine de mémoire à plus 2%. Donc à la place d'être négatif, il est positif. Ah, j'ai dit c'est super. Le deuxième jour, les ordres continuent à rentrer. Moi, je fais quelques réunions à Paris. Le Nasdaq, de mémoire, il ne perd pas tout ce qu'il a gagné la veille, mais il perd un peu. Je dis, je m'en fous. Moi, j'ai calculé par rapport à 6%, etc. Et le soir, on a l'information que Alan Greenspan, qui était le patron de la Fed américaine, allait parler mercredi 9h30 aux investisseurs. 9h30 évidemment, heure New York. Donc pour nous, c'était 15h30. J'étais arrivé à l'hôtel, j'allume CNN pour l'écouter. J'étais avec mon DAF, on avait tout fait et on attendait 17h, l'heure de fermeture du livre. Et Alan Greenspan commence à parler. Il dit aux investisseurs qu'il demande beaucoup trop, que ceci, que cela. En tout cas, son discours était très dur, très mal reçu par le marché. Et à partir du moment où il a commencé à parler, jusqu'à moment où il a terminé, le Nasdaq a plongé de mémoire quelque chose au-dessus de 5%. C'était vraiment un petit crack. C'était une catastrophe. Et moi, je regarde la télé et je dis, mais c'est pas possible en fait. Il ne pouvait pas parler demain. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là, que parler aujourd'hui? Mais vraiment, toute la Terre ne veut pas que je rentre en bourse. En fait. Et il faut savoir que nous ne sommes pas une grande structure. Ça veut dire une structure comme la mienne qui a payé tant d'argent déjà sur le processus de l'introduction en bourse, on est en train de parler en millions, et bien ne s'en sortira pas indemne d'une chose pareille. Ça veut dire qu'en ne rentre pas en bourse, on disparaît quasiment. C'était vraiment très dangereux. Il termine, je regarde ma montre, et à 17h et 1 minute, je reçois un coup de fil de Jean-François Tinet, qui est le patron de la syndication des banques. Il me dit, Jean, tu as de la chance, tu es en bourse, viens. On va faire le pricing, décider du prix et de la valeur définitive en fonction du portefeuille des ordres. Mais ne fais pas chier, tu ne vas pas négocier là. Moi, j'ai entendu, tu es en bourse. Donc j'étais content, je raccroche, j'appelle Yannick. Je dis Yannick, voilà, j'ai le coup de fil. Il me dit, là, on y va. Il passe me prendre et on part à la Défense, dans les tours de la Société Générale. Et sur la route, Yannick me dit, mais on va négocier. Parce qu'en fait, on avait une fourchette entre 8 et 9 quelque chose euros l'action, en fonction des rentrées des ordres. Si les investisseurs ont dit, si ce qu'on voulait lever, il y a suffisamment à 9, ben on part à 9, donc la valo serait, à la place d'être 430, ben elle peut être quasiment 600 ou quelque chose comme ça. Et si c'est à 8, c'est 430. Et il me dit quand même, on va négocier et tout. Ah, je dis ouais, on va négocier. On a oublié tout ce qu'on a vécu avant. Donc on rentre en réunion et Jean-François Tinet me dit, voilà, vous êtes en bourse, c'est bien, on va commencer un machin. Et nous, tout de suite, on lui dit, ouais, mais quoi? Il a vu qu'on voulait négocier. Donc il dit, tu veux une réunion qui dure 5 minutes ou 2 heures? Ah, moi je lui dis, ça dépend de la sortie de cette réunion. Si les conditions sont meilleures, bah, peut durer 4 heures, je m'en fous. Il me dit le résultat est le même. Et Tinet a eu un attachement pour moi dans tout le process. Et puis on me regarde comme ça, il me dit, ouais, et puis en plus tu vas me faire chier jusqu'au bout. Et il se tourne vers ses équipes et il dit, imprimez le livre. En général, les banques ne font pas ça. Hein. Il dit, sortez tout. Tous les ordres. Donc les banques sortent à nos yeux, à 8 euros, combien il y en avait de montant, de commande, à 8,50 euros, combien il y en avait, et à 9, combien il y en avait. Il me dit, tu vois, à 9, bah, tu n'es pas en bourse, hein, tu n'arrives pas à lever ce que tu veux. À 8,5, le livre est fait, donc théoriquement tu es en bourse, mais on va attribuer tout à tout le monde, donc il n'y a pas une surdemande. Et là, je peux te dire que ça va être une boucherie à l'ouverture, et donc c'est non. À 8, on est confortable, donc ça sera 8. Et n'oublie pas, 8, c'est 430 millions d'euros. Certes, ce n'est pas les montants que tu voyais avant, mais c'est quand même 430 millions d'euros après toute la cassure du marché. Et tu lèves pour ton entreprise 101 millions d'euros. Et on a, vu qu'on a 15% de surallotement, donc les 16 millions supplémentaires,
qu'on appelle les greenshoes. C'est un montant qu'on donne aux banques au début, pendant 1 mois. Les banques utilisent cet argent pour soutenir le cours, si besoin. S'ils les consomment, finalement c'est parti, vous recevez que 101 millions. Mais s'ils ne les consomment pas parce que le cours s'est tenu de lui-même, on ajoute 16 millions à la société. Et sur les 101 millions, nous on avait 10% de vente. Donc il y avait à peu près 10 millions d'actions vendues aux actionnaires historiques. Et on avait des coûts qui étaient de l'ordre de 10 millions pour l'introduction en bourse. C'est là où on doit vraiment comprendre l'importance que si on n'était pas en bourse, c'était catastrophique parce que le cash de l'entreprise, moi j'avais levé 11 millions, etc. J'en avais à peu près 10 millions, mais l'introduction a coûté à peu près ça. Pourquoi? Parce que, évidemment, je n'aurais pas eu à payer la commission des banques, mais tous les autres frais, les agences de com, etc., je les aurais eu. Et la commission des banques, plus le conseil de Yannick, etc., ça représentait à peu près 5%. Donc c'est à peu près 5 millions. Et 4 millions autres, c'était les 2 millions de pubs, les 2 millions de reste de frais, etc. Finalement, j'aurais divisé ma trésorerie par 2. On aurait eu une image de le marché qui nous a repoussés. Donc, c'était très, très destructif pour la boîte. Et donc, c'était très important de coter. Et en fait, finalement, moi, dès que j'ai regardé le portefeuille des ordres, etc., je regarde Yannick et je lui dis, il n'y a rien à négocier, Yannick. C'est devant nos yeux. Donc je tourne vers Jean-François Tinet, je lui dis tu vois, on a une réunion de 3 minutes. Et en fait, il me dit félicitations Jean, tu es en bourse. Et je vais te dire une chose, non seulement tu es parmi ceux que j'ai jamais rencontré des gens avec tant d'énergie, etc. Il me raconte l'histoire des macarons le samedi qui les a marqués. Il m'a dit qu'il y a eu un attachement énorme des équipes. Il m'a dit une phrase, il m'a dit « Je n'arrivais pas à t'imaginer rentrer à Grenoble sans ça ». Donc ça a impacté vraiment, il y a quelque chose d'humain qui s'est produit. Et il m'a dit, tu as bossé comme pas permis. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Le marché s'effondre, tu rentres chez les investisseurs, tu sors des commandes, des achats. Tu n'as jamais baissé les bras, etc. Ça a été vraiment énorme. En plus, tu es quelqu'un de chanceux parce que je vais te dire, à 5h moins 10, c'était limite. On avait le livre, mais un peu plus. Et nous, on était en train de réfléchir à ce montant-là, est-ce qu'on te sort en bourse ou pas? Mais à 17h moins 10, 10 minutes avant la fermeture du livre, il y a eu 2 ordres qui sont arrivés d'Allemagne et d'Autriche. Les 2 ordres faisaient 40 millions, qui a basculé tout. Donc, moi, je crois dans ton étoile. Et de toute manière, les données que nous avons, le livre d'ordre, nous permet de dire qu'on n'a aucun souci envers nos investisseurs de ton côté. Et là, ils disent que la fête commence et ils ouvrent 2 portes de la salle de réunion. Et derrière, il y avait du champagne, des machins, enfin, il y avait la fête, quoi. Tout le monde était super content parce que nous, on était contents parce qu'on venait de côté Memscap. Moi, j'étais sur le toit du monde.